Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. As-tu une nouvelle de mythes et complots? Oui, vas-y. Augmentation du prix de l'essence, 1,38,4 le litre. Incroyable. Alors que le prix du baril baisse. Oui, c'est... Les baveux, nos amis les pétrolières. Ouais, tu vois, moi, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine du paranormal. Et s'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est effectivement cette fluctuation du prix de l'essence. Donc, je n'arrive pas à décanter l'information, comment ça se produit. Moi, bouger une table là, avec ses genoux, ça va. Mais le prix de l'essence, ouais. C'est toujours un peu, c'est le patinage. Hein. Oui, on avait des stocks, les stocks ont été achetés plus cher, faut les vendre plus cher. Oui. Mais finalement, on n'a jamais l'impression. Puis as-tu remarqué, moi, je dis souvent à ma conjointe, écoute, on est lundi, mardi, allons mettre de l'essence parce qu'en fin de semaine, ça va augmenter. Et c'est toujours la même fluctuation. Lundi, mardi, on voit une baisse, puis les fins de semaine, on voit que ça remonte. Et en particulier, lorsque les fins de semaine ce sont des fins de semaine avec des jours fériés ou des trucs comme ça. C'est un être suspect. Oui, je sais. Évidemment, les gens me diront que je suis conspirationniste à mes heures. Exactement. Mais je crois qu'on se fait embobiner par les pétrolières. OK, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va reprendre un peu parce que la semaine dernière, j'ai abordé le sujet le plus important de toutes les histoires de complots et de mythes, c'est bien sûr cette relation qui a perduré pendant presque 30 ans entre l'armée américaine et le phénomène des ovnis. Alors, lorsque l'on parle de complot, aucun sujet n'est aussi populaire que celui-là. On avait déjà abordé la question. C'est difficile de faire 30 ans d'histoire. T'avais couvert quelle période? On avait couvert le début, en fait. Comment l'armée va commencer à s'intéresser aux ovnis. Donc, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, on fait un petit back in time, retour sur l'histoire. Donc, immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des événements qui se produisent, des phénomènes aériens, d'ailleurs, qui avaient été observés durant le conflit. Au-dessus de l'Europe, par exemple, on croyait que certaines de ces lumières observées par des pilotes étaient des engins appartenant aux Russes, pas aux Russes, mais aux Allemands. Ouais. Et puis, après la fin du conflit, on s'est rendu compte que rien de tout ça n'était lié à quelques factions ennemies du Troisième Reich, mais bel et bien un phénomène qu'on n'arrivait pas à expliquer. Et puis, à ce moment-là, il faut bien comprendre parce que la grosse problématique, lorsque l'on parle des phénomènes paranormaux, que ce soit les ovnis, les fantômes et tout le reste, c'est que les gens ont tendance à faire une analyse de ces sujets-là en les sortant de leur contexte historique. Ouais. Et à mon avis, c'est une erreur. Moi-même, qui ai une formation en histoire, je peux dire que le phénomène des ovnis dans les années 40, le phénomène des ovnis aujourd'hui en 2010, n'a pas du tout le même aspect, n'a pas du tout le même impact, tant auprès de la population, auprès des citoyens, l'homme de la rue, qu'auprès des gouvernements et des autorités. Donc, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, l'ennemi devient les Soviétiques, on craint, c'est le début de la guerre froide, et évidemment, cette présence aérienne inexplicable pour les autorités américaines deviennent évidemment une menace possiblement soviétique. Et c'est ce qui va amener ces Américains à s'intéresser à la question des ovnis. Et dès le décembre 1947, le ministre de la Défense, en fait le premier ministre de la Défense, parce que autrefois, avant 1947, les forces armées américaines étaient divisées. Il y avait les Marines, les forces militaires terrestres, il y avait la US Navy, force marine, et ensuite les forces aériennes, l'US Air Force. Et puis tout ça est regroupé. À la fin de 1947, ça devient le ministère de la Défense. Et le premier ministre de la Défense à l'époque, James Forrestal, le 30 décembre 1947, va demander à ce qu'on s'intéresse de façon sérieuse à ce phénomène des ovnis. C'est la première implication officielle, étatique du gouvernement américain dans cette question des ovnis. Alors donc, voilà, on commence comme ça. Et très rapidement, des événements vont venir un peu changer la donne. Les Américains, rapidement, dès les premiers mois d'enquête, les gens chargés de ce projet SIGN, c'est le nom du projet, vont vite se rendre compte qu'on n'est pas en présence d'une menace soviétique, on n'est pas en présence de phénomènes aériens d'ordre naturel. On parle bel et bien, en tout cas pour eux, leur perception, c'est qu'on est bel et bien en présence d'un phénomène mécanique, d'objets bel et bien physiques et qui ne semble pas appartenir à des forces terrestres. Et à la fin de 1949, on remet aux autorités, on remet au Pentagone un estimé de la situation, c'est d'ailleurs le nom que porte le document, The Estimate of the Situation, dans lesquels on aborde ouvertement la possibilité que ces objets pourraient être des engins extraterrestres. Alors évidemment, c'est loin de plaire au bonnet de l'Air Force, et là on demande une nouvelle commission d'enquête, mais cette fois-là avec un but très précis, minimiser au maximum ces observations pour essayer en fait de séparer le bon grain de l'ivraie. Oui. Bon, on va y arriver. Ça, c'est le projet Blue Book, dont on va parler dans un instant avec Christian Page. Dutrisac, l'après-midi, avec Benoît Dutrisac.
au 98.5. Et Christian Page, et là on fait le tour vraiment de tout l'historique des Air Force américaines et la question des ovnis. Donc, après cette proposition que les ovnis en 1949 pouvaient être des engins extraterrestres, l'armée de l'air va mettre un nouveau projet en marche, un projet intérimaire en fait. C'est comme une sorte de tampon, le projet Grudge, qui lui va servir à minimiser. L'objectif c'est de minimiser les rapports d'observation pour voir qu'est-ce qu'il y a de si on élimine toute la fioriture autour, est-ce que réellement il y a un corps solide derrière ces observations. Et très rapidement, on se rend compte que la manière dont l'Air Force s'organise finalement pour minimiser les observations, c'est de mettre de côté les observations les plus probantes. Et là, elle fait l'objet de critiques même auprès de des membres de l'Air Force. Et puis, 1952, on va décider de mettre de l'avant un nouveau projet, le projet Blue Book, et c'est là où on s'est laissé la semaine dernière. Donc, ce projet qui va durer plus de 20 ans au sein de l'armée pour enquêter sur les ovnis. Et ce projet de Blue Book, c'est assez curieux parce que dès le départ, le projet apparaît en 1952, et à l'été de 1952, deux événements que j'ai évoqués rapidement la semaine dernière, des ovnis, 2 fins de semaine consécutives sont observés au-dessus de la capitale américaine, tant au-dessus de la Maison-Blanche, le Pentagone et le Capitole. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est que les lignes téléphoniques, les standards téléphoniques sont tellement débordés que les services d'urgence ne peuvent plus être alertés. Et au lendemain de cet événement-là, la CIA va intervenir en disant, si je voulais mettre de l'avant un projet, une arme dissuasive pour bloquer les services, ce serait la meilleure façon. On embourbe les standards téléphoniques et on paralyse comme ça l'acuité de réponse de nos services d'urgence. Alors là, la CIA intervient et dit il faut absolument que les gens ne s'intéressent plus aux ovnis. Il faut que l'Air Force donne l'impression qu'on s'intéresse à la question des ovnis, mais il faut que ces observations d'ovnis soient référées à d'autres niveaux. Et le projet Blue Book va devenir tout simplement une sorte d'organisation qui joue un peu de relations publiques avec le public pour la question des ovnis. C'est assez amusant parce que là, ici, on va prendre quelques instants parce qu'il y a vraiment des entourloupettes extraordinaires. Ah oui. Durant cette période des années 50, par exemple, il y a une note qui circule au sein de l'Air Force dans lesquelles on lui dit si vous voyez un ovni, voici la mesure à suivre. Vous faites un rapport, vous faites ceci, vous faites cela. Et dans cette chaîne d'intervenants, Blue Book, qui est pourtant la commission d'enquête officielle de l'Air Force, ne fait pas partie des intervenants listés, mentionnés dans cette chaîne d'intervenants. Donc, tu vois, c'est vraiment essentiellement pour le public, alors que les observations les plus probantes, qui proviendraient des membres des militaires, qui proviendraient même du personnel volant de l'Air Force, est acheminées vers d'autres niveaux, vers d'autres organismes, vers d'autres arcanes de l'armée de l'air américaine, dont on ignore le tenant et aboutissant, parce qu'on ne saura jamais ce qui arrive avec ces observations. Et puis, en 1966, c'est une affaire scandaleuse. 1966, il y a une série d'observations importantes qui se produisent dans le Michigan. Des observations, donc, il y a plein de gens qui observent toutes sortes de phénomènes mystérieux. Il y a même un agriculteur qui va tirer sur un ovni qui se tient au-dessus d'un marécage. Et il y a même une chasse à l'ovni qui se produit sur l'autoroute par les services de police. C'est une anecdote, d'ailleurs. Hystérie collective, non, non, je pense que les gens voyaient quelque chose. Je ne jouerai pas l'avocat. Écoute, il n'y a pas une vache volante, ça, là? Ben non, mais il voyait quelque chose, donc il est tiré dessus. Ben oui, la belle-mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoute, non, mais ses motivations sexuelles ne m'intéressent pas. À cette époque-là, on ne sait pas ce qui arrivait sur les fermes. Il y avait des bottes à caoutchouc. Non, mais ça, c'est des niaiseries. Non, pas du tout. Et tu vas voir où c'est quelque chose qui va mener loin. À cette époque-là même, il va y avoir dans cette série d'observations qui a, en particulier pour pôle d'attraction, la ville de Ann Arbor, au Michigan, il va y avoir même une chasse à la soucoupe volante, comme on les appelle à l'époque sur l'autoroute. Donc, des policiers vont poursuivre ces fameuses lumières dans le ciel. C'est un incident, d'ailleurs, une anecdote qui va inspirer plus tard Steven Spielberg dans le film Rencontre du troisième type. Tout le monde se rappelle cette anecdote où les policiers poursuivent des ovnis qui passent même dans les guérites d'un poste de payage sur l'autoroute. Donc, cet événement-là s'est produit en 1966 dans l'État du Michigan. Et au lendemain de ces événements, évidemment, toute la population demandait des réponses. Comme c'était l'armée qui, à ce moment-là, ça fait à peu près une quinzaine d'années qu'ils enquêtent sur les ovnis, évidemment, on demande à l'armée de réagir, de répondre à ces demandes d'information. Et l'armée va envoyer sur place un conseiller civil, le docteur Alan Hynek, qui est attaché à l'Université Northwestern en Illinois. Et Hynek va dire à la population et aux journalistes réunis à Détroit que toutes ces observations d'ovnis, incluant celles des policiers qui ont poursuivi les ovnis, tout ça n'était que des gaz de marée, des feux follets.
Tu t'imagines au Des moins quoi? des feux follets, des gaz du marais. Des gaz du marais. Oui, oui. Des pets de marais. Oui, voilà, tu me tires les mots de la bouche. C'est effectivement les matières en décomposition, autant celles qui sont dans les marais que celles qui sont dans tes intestins. Oui, merci. Provoquent du méthane. Oui. Et ce méthane-là, dans certaines conditions, va s'enflammer au contact de l'air, créer des Ouais. petites flammes bleues. Oui, on le souhaite pas, mais ça arrive. Ça fait chaud dans les Oui, chaudes. c'est correct. Il y en a qui a voulu faire sauter un avion comme ça, lui. Et bref, Heineck annonce c'était des feux follets, des gaz de voyons marais. donc. Et je te dis, écoute, immédiatement en annonçant ça, c'était de prendre la population pour des imbéciles. Les journalistes se sont précipités sur les téléphones en disant, écoutez, même nos policiers sont des caves, ils courent après des feux follets le long de l'autoroute, etc. Ben oui. Et là, il y a un scandale. C'est un véritable scandale. Et à ce moment-là, Gerald Ford, celui qui va devenir éventuellement président des États-Unis, Gerald Ford est représentant démocrate au Congrès, lui-même est un peu choqué de voir de la manière un peu cavalière avec laquelle l'armée américaine répond à ces demandes d'informations concernant les ovnis, et Gerald Ford va faire une demande auprès du ministère de la Défense pour que on sévisse, pour que cette fois-là, on serre la vis, pour que quelque chose soit fait, parce que, bon, le projet Blue Book n'a plus aucune crédibilité. OK, on s'arrête là-dessus. OK. On revient avec Christian Page. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Avec Christian Page, je vous rappelle que l'essence va augmenter à 1,38 $. Faites-vous plaisir, allez faire le plein au lieu de donner ça à nos chères compagnies pétrolières. Bon, il y a toujours dans l'ordre des mystères et complots. Oui, toujours dans Christian. Alors, le projet Colorado? Ouais, on arrive au projet Colorado. Donc, on vient de mentionner, juste avant la pause, ce scandale. L'armée américaine réagit à une série d'observations importantes dans le Michigan en disant c'était des feux follets. Alors, évidemment, on perd toute crédibilité. Le secrétaire à la Défense, à ce moment-là, un dénommé Harold Brown, est informé de la situation et là, lui-même sent que l'étau se resserre sur l'armée, sent que le public n'a plus confiance dans le projet Blue Book. Et là, à ce moment-là, on va nous faire la meilleure entourloupette que l'armée a fait sur les ovnis. Elle se dit, bon, voici ce que l'on va faire. On va choisir un certain nombre de cas ovnis qui sont dans nos dossiers, 59 pour être très précis. On va les transmettre à une université civile. On va demander, et de façon évidemment tout à fait impartiale, et on va demander à cette université de faire l'analyse de ces 59 cas. Et si eux arrivent à la conclusion que ces cas-là méritent une attention sérieuse, ben le projet Blue Book va continuer. Et si cette organisation, cette université considère qu'il n'y a pas d'intérêt là-dedans, ben on va aligner nos conclusions là-dessus. Puis voilà, on va tirer la plug, comme on dit. Et comme c'est une université civile et qu'on on présente tout ça comme une affaire tout à fait impartiale, ben à ce moment-là, le public sera rassuré. Et dans tout ce que je viens de te dire, mon Benoît, il n'y a rien de vrai. Donc, bref, on a choisi 59 cas qui étaient parmi les cas les moins intéressants de l'armée de l'air américaine. On les a transférés à l'Université Colorado. On les a fait moins une crédibles. pas les moins crédibles, les moins intéressants. L'armée de l'air parlait toujours en termes de degré d'étrangeté. Ah bon? Donc, et on choisit donc le degré d'étrangeté numéro 10, par exemple, c'est de voir des petits extraterrestres tout nus, verts, avec des gants de caoutchouc. Donc là, on a un degré d'étrangeté de 10. Ouais. Quelqu'un qui dit, je m'en allais sur la route, j'ai vu une petite lumière blanche passer dans le ciel, ça c'est un degré d'étrangeté 1. Donc on choisit les cas les moins étranges qu'on va donner à l'Université Colorado. Cette université-là, on lui donne $1 million, on charge un individu qui s'appelle le docteur Edward Condon de faire cette analyse-là. Edward Condon est loin d'être impartial, c'est un individu qui depuis des années est un adversaire là, virulent contre la question des ovnis. Il a publié toutes sortes de trucs en disant, bon, les gens qui s'intéressent aux ovnis sont des imbéciles, il n'y a rien de vrai dans tout ça. Donc on choisit spécifiquement le docteur Condon, et crois-le ou non, j'ai ici le document, je pourrais te le montrer, avant même qu'une seule pièce, un seul denier ne soit investi, on fait circuler un mémo au projet Colorado en disant, et je te cite, et c'est le mot qu'on a utilisé, on a dit, the trick, the trick, c'est de présenter l'analyse du projet Colorado comme étant crédible auprès du public pour lui montrer qu'on s'intéresse à la question et en même temps de bien faire comprendre à la communauté scientifique que le projet Colorado, c'est un groupe de chercheurs qui s'intéressent aux ovnis mais qui n'ont aucune chance de tomber sur une soucoupe volante. Et la meilleure manière de le faire, c'est de s'intéresser à la psychologie des gens qui rapportent avoir observé des ovnis.
Donc, c'est comme ça que le projet Colorado commence. Il va perdurer pendant à peu près 18 mois et on va publier à la fin de 1968, début 1969, le fameux rapport Colorado que tu as devant toi, d'ailleurs, qui est à peu près le livre le plus important de ma bibliothèque. Et je vais te demander, parce que tu vas voir qu'on est devant quelque chose de tout à fait extraordinaire, d'ouvrir le livre voilà où je te l'ai marqué. Lis-moi l'entête et ensuite le numéro de la page. Conclusions et recommandations. La page 1. Est-ce que tu trouves pas ça un peu curieux qu'on fait des recommandations et des conclusions à la page 1 avant même que tu aies lu le rapport? Oui. C'est assez surprenant. Et dès le deuxième paragraphe, parce que c'est un véritable pavé, là, on parle de 1000 pages, un document de 1000 pages. Oui. Dès le deuxième paragraphe, le rapport dit, ça fait 21 ans que l'armée s'intéresse à la question des ovnis, on n'a rien trouvé de scientifique là-dedans, il n'y a aucun intérêt, et notre conclusion, c'est que ça vaut pas la peine de continuer dans cette voie-là. C'est beau, le livre est fini. Et voilà, et tu as tout compris. En présentant ça au public, les journalistes qui sont pressés par le temps reçoivent un document comme celui-là. Dès la première page, deuxième paragraphe, on lui dit, il faut pas s'intéresser à la question des ovnis. Ces gens-là disent, il n'y a rien là-dedans, merci, bonsoir. Ce qui est vraiment très étrange, c'est que le rapport n'est pas le reflet de ses conclusions, parce que c'est plutôt un assez bon rapport. Les 59 cas qui ont été étudiés par les membres du projet Colorado, j'exclus Edward Condon, qui est le signataire des conclusions, qui est un ennemi à la question des ovnis, mais ces enquêteurs sur le terrain ont fait plutôt un bon travail. Des 59 cas qui ont été enquêtés, plusieurs n'ont pas trouvé d'explication. Je pense notamment à une histoire de photographie prise à McMainville, en Oregon, en 1950, sur laquelle les chercheurs se sont penchés, et leur conclusion est que ce cas-là est inexplicable et que tout porte à croire que le témoin a bel et bien vu une machine volante, métallique, de plusieurs mètres de diamètre, lui passer au-dessus de la tête et de prendre des photographies. C'est un assez bon rapport, même si les cas sont pas d'un haut degré d'étrangeté, c'est un assez bon rapport. Malheureusement, les conclusions, et souvent les journalistes n'ont pas dépassé les conclusions. Dès que les conclusions étaient présentées à la presse, on a dit, il n'y a rien là-dedans, merci, bonsoir. L'armée s'est alignée immédiatement sur ces conclusions-là. Mais il n'y a pas plus, dans les rapports, il n'y a pas plus de conclusions comme quoi les extraterrestres existent. Absolument pas, absolument pas. En fait, les trois grandes conclusions du rapport Colorado étaient, il n'y a rien là-dedans, donc ça vaut pas la peine de s'intéresser à ça, donc il n'y a rien de scientifique. Deuxièmement, aucune de ces manifestations menace la sécurité nationale, n'a menacé la sécurité nationale. Et troisièmement, aucune de ces manifestations ne prouve qu'on est visité par des extraterrestres. L'armée américaine va s'aligner immédiatement sur ce projet-là en disant, puisque l'Université du Colorado nous dit qu'il n'y a plus rien là-dedans d'intéressant, on tire la plug, et voilà, on a tiré la plug. Au début 1969, l'armée américaine se retire de la question des ovnis, et depuis, le relais n'a jamais été repris. Il y a des rumeurs qui voudraient que l'armée, en catimini, aurait mis de l'avant de nouvelles commissions d'enquête secrètes dans quelques arcanes mystérieuses, mais rien de tout ça. On a parlé d'un groupe mystérieux, le MJ-12, qu'on voit souvent en trame de fond dans les fameuses X-Files, où on retrouve l'homme à la cigarette, un petit groupe de gens. Mais tout ça ne repose sur aucun document officiel, rien. Et même au mieux, les documents qu'on nous a présentés jusqu'à maintenant se sont révélés être des faux, des falsifications. Mais là, depuis Colorado, là, c'est 69? 1969. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a quelque chose de très intéressant, Benoît, qui s'est produit il y a quelques années. En 1997, le milliardaire Lawrence Rockefeller, qui lui s'intéressait à la question des ovnis, s'est dit, mais pourquoi est-ce que les scientifiques ne s'intéressent pas à ça? Pourquoi moi, ça m'intéresse? Pourquoi, à travers le monde, des organismes mettent sur pied des mécanismes étatiques pour enquêter sur les ovnis, alors qu'aux États-Unis, il n'y a rien qui se fait? Et en fait, lorsque Rockefeller s'est tourné, il est allé voir des scientifiques, les scientifiques ont dit, écoutez, on n'est pas payé pour le faire. Point à la ligne. C'est la grande question. On n'est pas payé pour faire ça. Et on le comprend, les gens pensent souvent au mélange science et scientifique. Les scientifiques, ces gens-là ont besoin d'un travail, ont besoin d'être payés, ils ont besoin de payer leur hypothèque. Donc, si on les paie pas, ils feront rien là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Rockefeller a engagé des scientifiques. Il a dit, je vais vous payer pendant quelques jours. Donc, il a engagé ces scientifiques-là. Et l'idée était de vérifier si les conclusions du projet Colorado, qui étaient déjà vieilles à ce moment-là de 30 ans, est-ce que ces conclusions-là tenaient encore la route? Donc, ces scientifiques-là, payés, agnostiques, tout à fait, qui ne connaissaient pas la question des ovnis, mais qui étaient ouverts d'esprit, se sont assis. Et pendant quelques jours, on a fait défiler devant eux des scientifiques, des gens qui s'intéressent à la question des ovnis, mais de façon secrète, mais qui ont des formations universitaires et académiques. Et ces gens-là ont présenté leurs meilleurs dossiers. Après ces réunions-là, qu'on a appelées réunions de Potantico, qui se sont tenues à l'automne 1997, les scientifiques qui ont écouté tout ça ont tiré des conclusions. Ils ont dit, si on compare à ce qui a été fait avec le projet Colorado,
La première conclusion, est-ce qu'on a la preuve qu'on est visité par des extraterrestres? Non. Même les meilleurs dossiers présentés ici ne prouvent pas ça. Est-ce que ces sujets-là, par exemple, menacent la sécurité nationale? La réponse est non. Troisième, et c'est là qu'on diffère. À la troisième conclusion, est-ce que la question des ovnis a un intérêt scientifique ou est sans intérêt scientifique, comme le présentait le projet Colorado? Les scientifiques ont dit non. Dans la question des ovnis, il y a un intérêt scientifique, ne serait-ce parce qu'à travers ça, on pourrait découvrir de nouvelles technologies, on pourrait découvrir des phénomènes atmosphériques rarissimes ou inconnus de la science. Il y a un intérêt à s'intéresser à la question des ovnis. Ils ont fait des recommandations en ce sens. Malheureusement, les recommandations n'ont pas été prises au sérieux. Puis aujourd'hui, on est toujours dans un vide. On va continuer ça la semaine prochaine. Merci Christian Page. Merci à Larry. Merci à François et à Alexandra. Merci à vous d'avoir été là. Il y a Paul Aude qui suit après cette pause et je vous rappelle cette conférence de presse à 17h de Jean Charest. À demain.